Le fils du millionnaire était en train de se noyer et seule la fille malade de 7 ans du gardien a sauté pour le sauver. Le millionnaire a surpris tout le monde avec ce qu'il a fait ensuite. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. Le soleil de l'après-midi créait des vagues dorées dans l'eau cristalline de la piscine olympique de la propriété des Silva. Pedro Silva, 7 ans, courait sur la plateforme de marbre, son maillot de bain de marque dégoulinant tandis qu'il poursuivait un ballon de plage qui avait roulé vers la partie la plus profonde. Derrière lui, le manoir géorgien se dressait comme un monument au succès de son père, Carlos Silva, le magnate de la technologie dont l'entreprise avait révolutionné l'informatique en nuage. « Pedro, doucement !» cria Marina Santos depuis la cabane de piscine où elle pliait des serviettes fraîches. En tant que gouvernante en chef, elle avait regardé ce garçon grandir au cours des 3 dernières années et son énergie imprudente la rendait toujours nerveuse. Mais Pedro atteignait déjà le ballon quand ses pieds mouillés glissèrent sur la pierre lisse. Le temps sembla se figer tandis qu'il basculait vers l'avant, ses bras tournoyant désespérément. Le bruit de l'eau résonna dans la cour comme un coup de feu. L'eau avait 4 mètres de profondeur à cette extrémité. Trop profonde pour un enfant de 7 ans qui apprenait encore à nager. La tête de Pedro émergea 1 fois, 2 fois, puis disparut sous la surface. La panique s'empara de la poitrine de Marina quand elle vit la petite forme couler comme une pierre. « Au secours! Quelqu'un, au secours !» cria-t-elle, mais la zone de la piscine était isolée de la maison principale. Carlos était dans son bureau lors d'une importante vidéoconférence. Les autres employés étaient à l'intérieur en train de préparer le dîner. Marina ne savait pas nager. Elle avait grandi dans la pauvreté au Salvador et n'avait jamais eu la chance d'apprendre. C'est alors qu'Isabela Santos apparut. La fillette pâle et maigre de 7 ans se reposait dans l'ombre de la cabane de piscine, essayant de conserver son énergie comme les médecins l'avaient prescrit. Isabela souffrait d'une maladie génétique rare qui affaiblissait son cœur et ses poumons, nécessitant une médication constante et des visites fréquentes à l'hôpital. Son père, João, le jardinier en chef de la propriété, l'emmenait souvent au travail quand elle était trop malade pour aller à l'école. Sans hésitation, Isabela se jeta dans l'eau profonde, son corps frêle fendant la piscine comme une flèche déterminée. Marina regarda avec terreur, tandis que les 2 enfants disparaissaient sous la surface. La condition cardiaque d'Isabela rendait tout effort physique dangereux. Nager 4 mètres vers le bas pourrait la tuer. Les secondes semblèrent des heures. L'eau resta immobile et menaçante. Puis la tête sombre d'Isabela émergea à la surface, haletante, avec la forme inconsciente de Pedro dans ses bras. Elle pouvait à peine maintenir tous les 2 à flot. Son visage grisâtre d'épuisement, mais elle donna des coups de pied désespérément vers la partie peu profonde. Marina entra dans l'eau jusqu'où elle osa, tendant les bras. « Isabela, ici !» La fillette poussa Pedro vers les mains tendues de Marina, juste au moment où ses propres forces s'épuisaient. Elle glissa vers le bas à nouveau, son petit corps disparaissant dans les profondeurs bleues. Marina traîna Pedro au bord de la piscine et commença à pomper l'eau de ses poumons, comme elle l'avait vu à la télévision. Il toussa violemment et ouvrit les yeux, criant pour son papa. « Isabela !» cria Marina, scrutant l'eau frénétiquement. C'est alors que Carlos Silva fit irruption par les portes de la cabane de piscine, son costume coûteux oublié, son appel abandonné. Il avait entendu les cris de Marina depuis la fenêtre de son bureau. D'un mouvement fluide, il plongea dans la piscine entièrement habillé et tira la forme inerte d'Isabela du fond. Tandis qu'il portait la fillette inconsciente au bord de la piscine, pratiquant la RCR avec l'habileté de quelqu'un qui avait suivi un entraînement d'urgence, une pensée martelait dans son esprit. Cette enfant mourante venait de sauver la vie de son fils. Les yeux d'Isabela tremblotèrent et s'ouvrirent, et elle chuchota faiblement. « Pedro va bien ?» Carlos Silva, avec un patrimoine de 4 milliards de radadars, regarda la fille du jardinier. Cette fillette courageuse et altruiste qui avait tout risqué pour son fils. Elle prit une décision qui choquerait tous ceux qui le connaissaient, mais ce qu'il fit ensuite changerait les 2 familles pour toujours. Les mains de Carlos Silva tremblaient, tandis qu'il enveloppait Isabela dans son manteau de cachemire coûteux, le tissu valant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens.
Les ambulanciers l'avaient stabilisé, mais ses lèvres étaient encore bleues, sa respiration superficielle et laborieuse. João Santos s'agenouilla à côté de sa fille, des larmes coulant sur son visage marqué par le temps, ses vêtements de travail encore humides de sa tentative désespérée d'aider. « Monsieur, je suis vraiment désolé », chuchota João, sa voix se brisant. « Elle n'aurait pas dû être près de la piscine. Je connais les règles sur le fait de la tenir à l'écart de vos zones privées. Je vais faire nos bagages ce soir et... » « Arrêtez !» La voix de Carlos coupa le chaos comme une lame. Il regarda cet homme humble qui avait soigné ses jardins pendant 5 ans, avec une dignité silencieuse, dont la fille venait de sauver la vie de Pedro sans un moment d'hésitation. « Vous n'allez nulle part, jamais !» La salle d'attente de l'hôpital devint silencieuse quand Carlos fit son annonce aux employés rassemblés et à son ex-épouse Fernanda, qui était arrivée en courant de son manoir à Morumbi, ses talons de créateur claquant sur le sol stérile. Marina Santos serrait son chapelet, priant en espagnol rapide. Donna Carmen, la cuisinière, était assise raide d'inquiétude. Même l'équipe de sécurité était venue vérifier la petite fille qui avait d'une manière ou d'une autre conquis le cœur de tous. « Je vais payer pour le traitement médical d'Isabella. Tout ce dont elle a besoin, où que nous devions aller, quel que soit le coût. » Les ongles parfaitement manucurés de Fernanda s'enfoncèrent dans son sac, son visage un masque de choc contrôlé. « Carlos, c'est très généreux, mais sûrement leur assurance couvre les soins de base. » « Ils n'ont pas d'assurance qui couvre les traitements expérimentaux, » interrompit Carlos, sa voix ferme. « J'ai déjà appelé le docteur Mendes de l'hôpital des enfants. Isabella recevra les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. J'ai aussi contacté des spécialistes en Suisse et en Allemagne. » Le visage de João se décomposa, submergé par la gratitude et l'incrédulité. « Monsieur Silva, je ne peux pas accepter une telle charité. Je ne suis que le jardinier. Je ne pourrai jamais rembourser. » « Vous pouvez et vous allez accepter. » Le ton de Carlos n'admettait aucune discussion. « Votre fille a sauvé la vie de mon fils. Elle a tout risqué, son cœur faible, ses poumons fragiles, pour sauver un garçon qu'elle connaissait à peine. Je n'oublierai jamais ce sacrifice. » Mais tandis que l'équipe médicale emmenait Isabella vers l'unité cardiaque, sa petite main tendue vers celle de Pedro, Carlos se retrouva à prendre une décision encore plus surprenante. Il tira João à l'écart, loin du regard désapprobateur de Fernanda et des conversations chuchotées des employés. « Déménagez dans la maison d'hôte demain, vous et Isabella. » Les mots planèrent dans l'air comme un défi à tout ce que Fernanda et ses amis riches croyaient sur les frontières appropriées entre patrons et employés. Les yeux de João s'écarquillèrent de choc, puis se remplirent de larmes qu'il essayait désespérément de cacher. « Monsieur, c'est trop. Que vont dire les gens? Laissez-les parler, » dit Carlos fermement, observant par la fenêtre comme Pedro refusait de quitter le chevet d'Isabella malgré l'heure tardive. Certaines choses importent plus que ce que disent les gens. Fernanda Silva avait été l'épouse de Carlos pendant 8 années tumultueuses et son ex-épouse pendant 2 de plus. Elle comprenait les règles complexes du cercle social de l'élite poliste mieux que quiconque. Qui appartenait, qui n'appartenait pas, et les lignes invisibles qui ne devaient jamais être franchies. Et Carlos était en train d'oblitérer chacune de ces lignes. « Tu ne peux pas être sérieux !» siffla-t-elle, tandis qu'il se tenait dans le couloir de l'hôpital, sa voix basse mais venimeuse. « Déménager les employés dans la maison d'hôte? Carlos, que vont penser les gens? Les Oliveira, les Mendes, tout le cercle du club, ils vont exclure Pedro. Je me fiche de ce que pensent les gens. » Carlos observa par la fenêtre comme Pedro s'assit à côté du lit d'hôpital d'Isabella, tenant sa main pâle et chuchotant des histoires sur ses petites voitures, son visage plus animé que Fernanda ne l'avait vu depuis avant le divorce. « Regarde-les, Fernanda, regarde vraiment !» Quelque chose de profond se passait entre les 2 enfants qui transcendaient leurs mondes différents. Pedro, qui était devenu renfermé et en colère depuis le divorce, faisant des crises et refusant de se connecter avec qui que ce soit, était soudain animé et protecteur. Isabella, malgré sa faiblesse et la variété effrayante d'équipements médicaux autour d'elle, souriait plus en présence de Pedro que João ne l'avait vu en mois.
Le docteur Mendes s'approcha avec les résultats des examens d'Isabella, son expression grave et professionnelle. « Monsieur, Silva, Madame Silva, je dois être complètement honnête sur la condition d'Isabella. Les tests révèlent que sa cardiomyopathie est plus avancée que nous le pensions initialement. Sans le nouveau traitement de thérapie génique actuellement en test... » « Combien ça coûte ?» dit Carlos immédiatement, n'attendant même pas d'entendre le prix. « C'est expérimental. Aucune compagnie d'assurance ne le couvrira. Nous parlons de 10 millions de dollars initialement, possiblement 20 millions au cours du traitement, et même ainsi, il n'y a aucune garantie. » Fernanda haleta audiblement, sa main volant vers sa gorge. João pâlit, chancelant légèrement quand l'énorme chiffre le frappa comme un coup physique. Mais Carlos n'hésita pas, ne s'y a même pas. « Faites-le, commencez immédiatement. L'argent n'est pas un problème. » Tandis qu'il roulait vers la maison cette nuit-là dans la Bentley de Carlos, le silence de Fernanda était plus dangereux que leur dispute. La voiture de luxe semblait étouffante, tandis que la tension remplissait chaque centimètre d'espace entre eux. Finalement, elle parla, sa voix mortellement silencieuse. « Tu réalises ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas? Tu détruis ta réputation, ta position sociale, tout ce que nous avons construit ensemble pour une enfant malade qui n'est même pas la tienne. » Carlos serra le volant plus fort, ses jointures blanches. « Non, Fernanda, je sauve l'enfant qui a sauvé notre fils. Je fais ce que ferait tout être humain décent. Les êtres humains décents ne donnent pas des millions aux enfants des employés. Ils expriment leur gratitude, paient peut-être pour un traitement de base, puis continuent leur vie. » Mais Carlos ne lui parla pas de l'appel qu'il avait passé depuis les toilettes de l'hôpital, tandis qu'Isabella était examinée. L'appel à son avocat pour changer son testament, pour établir des fonds fiduciaires, pour assurer l'avenir d'Isabella indépendamment de ce qui lui arriverait. Parce qu'Isabella Santos lui avait montré quelque chose cette nuit-là. Le vrai courage, l'amour altruiste, le genre de caractère qu'il voulait désespérément que son propre fils apprenne. Et cette réalisation était sur le point de bouleverser complètement le monde de tous. La maison d'hôte, sur la propriété des Silva, était plus grande et plus luxueuse que toute maison que João Santos avait jamais imaginé habiter, encore moins appeler sienne. 3 chambres spacieuses, 2 salles de bain en marbre, une cuisine gastronomique avec des plans de travail en granit et des fenêtres du sol au plafond offrant des vues époustouflantes sur les jardins bien entretenus qu'il avait maintenus pendant des années de l'extérieur en regardant vers l'intérieur. Tandis qu'il portait les quelques affaires d'Isabella à l'intérieur. Un ours en peluche usé, quelques livres d'enfants fatigués, ses médicaments dans un petit sac thermique, il se sentait comme un imposteur dans le rêve de quelqu'un d'autre. « Papa, c'est comme un palais !» chuchota Isabella, sa voix encore faible du séjour à l'hôpital, mais pleine d'admiration. Elle devrait se reposer, ordres médicaux, mais ses yeux brillaient d'émerveillement tandis qu'elle explorait sa nouvelle chambre, complète avec une fenêtre panoramique donnant sur le jardin de roses, des étagères intégrées et un lit à baldaquin qui semblait sorti d'un conte de fées. Pedro bondit derrière eux, son énergie contagieuse et illimitée. « Isabella, maman a dit que tu peux regarder des films sur le grand écran TV du salon. Et il y a une bibliothèque entière, là-haut, avec des milliers de livres. Et peut-être, quand tu te sentiras mieux, nous pourrons construire la cabane la plus incroyable dans la forêt, derrière l'étang. » Fernanda observa cette scène depuis les portes françaises de la maison principale, sa mâchoire serrée si fermement que ses dents lui faisaient mal. Elle avait tout essayé, raisonner avec Carlos sur les frontières sociales appropriées, le menacer du jugement de ses amis, même essayer de soudoyer João pour qu'il refuse l'offre généreuse. Rien n'avait fonctionné. « C'est temporaire », se dit-elle, marchant dans son hall en marbre. « Carlos va reprendre ses esprits quand la nouveauté passera. » Mais au fil des jours, quelque chose de beau et de troublant commença à se dérouler. Pedro passa chaque moment possible avec Isabella, lui lisant de sa vaste collection de livres d'aventure, lui montrant sa chambre remplie de jouets coûteux qu'il n'avait jamais vraiment appréciés, partageant même ses céréales préférées à la petite table de cuisine de la maison d'hôte.
le garçon solitaire et en colère disparaissait, remplacé par un enfant protecteur et attentionné que Fernanda reconnaissait à peine comme sa propre chair et son sang. Isabella, malgré sa maladie et sa fatigue fréquente, s'épanouissait sous l'attention, comme une fleur recevant enfin la lumière du soleil. Son rire résonna dans la propriété pour la première fois dans la mémoire de quiconque. Même la cuisinière sévère, Donna Carmem, se retrouva à faire les biscuits au chocolat préférés d'Isabella et à lui enseigner des berceuses irlandaises traditionnelles que sa propre grand-mère avait chantées. João travailla plus dur que jamais, reconnaissant au-delà des mots, mais luttant avec les dynamiques complexes. Les autres travailleurs de la propriété chuchotaient sur le favoritisme et l'impropriété. Certains respectaient l'héroïsme de sa fille et les nouvelles circonstances de la famille. D'autres ressentaient le traitement spécial et murmuraient sur les gens, oubliant leur place dans le monde. Ce fut pendant la 3e semaine d'Isabella dans la maison d'hôte que Carlos fit une autre annonce choquante lors de son dîner formel du dimanche. « J'ai inscrit Pedro à l'école d'Isabella. » Fernanda fit tomber sa fourchette en argent avec un bruit qui résonna dans la salle à manger. « Quoi? Carlos? Il étudie à l'Académie Brookshire. C'est la meilleure école privée de Sao Paulo, avec des connexions qui le serviront toute sa vie. Il va à l'école municipale Lincoln avec Isabella. C'est une école publique dans un quartier de classe ouvrière. C'est où va Isabella quand elle est assez bien pour fréquenter. Pedro a besoin de comprendre comment vit l'autre moitié, comment les vraies familles luttent et triomphent. » Le visage de Fernanda devint rouge de colère et d'incrédulité. « Tu ruines ses chances, Carlos. Son avenir, ses opportunités, tout ce pourquoi nous avons travaillé pour lui donner. Son avenir inclut comprendre que l'héroïsme ne vient pas avec des fonds fiduciaires et que le caractère n'est pas quelque chose qu'on peut hériter. Mais ce que Carlos ne révéla pas fut la vraie raison de sa décision. Le docteur Mendes l'avait approché ce matin-là avec des nouvelles dévastatrices sur le pronostic d'Isabella. La thérapie génique fonctionnait, mais lentement, trop lentement. Isabella pourrait avoir des mois, pas des années. Et Carlos Silva, l'homme qui pouvait acheter n'importe quoi au monde, réalisa qu'il ne pouvait pas acheter la seule chose qui importait le plus, le temps. 3 mois après l'incident de la piscine qui avait changé toute leur vie, Carlos Silva était assis dans le bureau en chêne du docteur Mendes, recevant des nouvelles qui briseraient tout ce qu'il pensait savoir sur le courage, l'amour et la nature précieuse du temps. La thérapie génique montre des promesses, dit soigneusement le docteur. Mendes, ajustant ses lunettes, tandis qu'il examinait le dossier médical épais d'Isabella. Sa fonction cardiaque s'est un peu stabilisée et les marqueurs de régénération cellulaire sont encourageants. Mais la voix de Carlos était à peine audible, ses mains agrippant les bras en cuir de sa chaise. Mais le cœur d'Isabella est plus faible que nous l'espérions initialement. Les dommages de années de cardiomyopathie non diagnostiquée sont plus étendus que nos premiers tests l'ont révélé. Le traitement nous fait gagner du temps. Mais combien de temps? Les mots semblaient du verre brisé dans la gorge de Carlos. Avec un traitement agressif, les meilleurs spécialistes, des ressources illimitées, possiblement 2 ans, peut-être 3 si nous avons beaucoup de chance. Sans intervention continue, le silence du médecin parla de volume qu'aucune quantité d'argent ne pourrait réécrire. Carlos sentit le sol disparaître sous lui. Cette fillette brillante et courageuse qui avait sauvé son fils, qui avait ramené la joie dans la vie de Pedro, qui lui avait fait se souvenir de ce qui importait vraiment dans un monde de rapports trimestriels et d'options d'action. Elle mourait, et toute sa richesse ne pouvait pas changer ce fait fondamental. Pendant ce temps, à l'école municipale Lincoln, Pedro vivait sa propre révélation profonde. Pour la première fois de sa vie privilégiée et protégée, il vit des enfants porter des vêtements de friperie avec fierté, partager des sandwichs uniques au déjeuner parce que c'était tout ce que leur famille pouvait se permettre, et marcher à l'école avec des chaussures usées parce que leurs parents ne pouvaient pas se permettre des voitures. « Pourquoi ils n'ont pas ce que nous avons ?» demanda-t-il à Isabella pendant la récréation, tandis qu'il s'asseyait sur un banc, observant un camarade de classe être taquiné par d'autres enfants pour son sac à dos rapiécé et son jean délavé.
Isabella, assise silencieusement pour préserver son énergie, comme les médecins l'avaient prescrit, le regarda avec une sagesse bien au-delà de ses 7 ans. L'argent ne rend pas les gens bons, Pedro. Mon père dit toujours, le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde, quand il n'y a rien dedans pour toi, sauf savoir que tu as fait ce qui était juste. Cet après-midi-là, Pedro choqua sa professeure, Madame Oliveira, en donnant son déjeuner élaboré à un camarade affamé et en affrontant les intimidateurs qui taquinaient le garçon aux chaussures usées. L'enfant privilégié apprenait des leçons qu'aucune quantité d'argent ne pourrait enseigner, des leçons sur la dignité et la bonté qui façonneraient l'homme qu'il deviendrait un jour. Mais ce fut Madame Oliveira qui remarqua quelque chose de complètement différent. Elle enseignait depuis 30 ans et n'avait jamais vu un enfant faire face à une maladie grave avec tant de grâce et de véritables préoccupations pour les autres. Isabella aidait des camarades en difficulté malgré sa propre fatigue, partageait ses fournitures d'art librement, sans attendre de retour, et ne se plaignait jamais de ses absences fréquentes pour des rendez-vous médicaux, que tous savaient être une lutte pour sa vie. « Cette fillette a quelque chose d'extraordinaire », dit Madame Oliveira à son mari ce soir-là, tandis qu'ils lavaient la vaisselle dans leur cuisine modeste. « Dans toutes mes années d'enseignement, je n'ai jamais rencontré un enfant avec un tel caractère, un tel courage altruiste. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Isabella tenait un journal secret caché sous son matelas où elle écrivait des lettres pour l'avenir de Pedro. Des lettres sur être courageux quand le monde semblait sombre, sur aider les autres même quand on avait peu à donner, sur les choses qui importaient vraiment dans la vie au-delà de l'argent et du statut. Parce qu'Isabella Santos, à 7 ans, comprenait quelque chose que les adultes oublient souvent dans leurs vies occupées et compliquées, que le temps était le cadeau le plus précieux de tous. Et dans le manoir des Silva, Carlos prenait une décision qui garantirait que les lettres d'Isabella et son esprit extraordinaire ne soient jamais oubliées. Par une nuit froide de novembre, avec de la neige commençant à saupoudrer les pelouses parfaitement entretenues de sa propriété, Carlos Silva appela son avocat avec des instructions qui feraient les gros titres dans les cercles sociaux de l'élite poliste et enverraient des ondes de choc dans tout l'establishment du Sud-Est. « Je veux changer mon testament », dit-il, debout dans son bureau en acajou avec vue sur la maison d'hôte où Isabella enseignait patiemment à Pedro à jouer aux échecs malgré ses mains tremblantes et sa fatigue croissante. « Bien sûr, Monsieur Silva, quelle modification aimeriez-vous apporter ?» Roberto Wittmann avait été l'avocat de la famille Silva pendant 15 ans, gérant tout, des acquisitions d'entreprises à l'accord de divorce. Il avait vu Carlos prendre des décisions impulsives auparavant, mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Isabella Santos doit hériter de 250 millions de $, à ma mort, avec João Santos comme administrateur jusqu'à ce qu'elle atteigne 18 ans. Si elle ne survit pas jusqu'à l'âge adulte, l'argent ira à la recherche cardiaque pédiatrique en son nom, finançant spécifiquement la thérapie génique qui traite sa condition. Le silence de l'autre côté fut assourdissant. Finalement, l'avocat Wittmann trouva sa voix, le choc évident dans chaque syllabe. « Monsieur, c'est une somme substantielle pour quelqu'un qui n'est pas de la famille. Êtes-vous sûr de cette décision? Elle a sauvé la vie de mon fils. Plus que ça, elle lui enseigne comment la vivre avec un but et de la compassion. » Ce que Carlos ne dit pas fut le reste de son plan, la stratégie complète qu'il avait discrètement développée. Il avait établi de multiples fonds fiduciaires qui garantiraient les soins médicaux d'Isabella pour toute sa vie, indépendamment de son propre destin. Il avait aussi enquêté sur les meilleurs spécialistes en Suisse, Allemagne et Japon, des endroits où des traitements expérimentaux pourraient acheter du temps supplémentaire précieux. Cette même nuit, Fernanda arriva pour son dîner hebdomadaire avec Pedro, un arrangement ordonné par le tribunal qu'elle endurait plutôt qu'appréciait. La vue qu'il accueillit par la fenêtre de la maison d'hôte l'arrêta et envoya une pointe inattendue de douleur dans sa poitrine. Pedro, Isabella et João Santos étaient assis autour de la table modeste de la cuisine, partageant un repas simple de soupe maison et de pain, riant ensemble avec une joie et une affection véritables.
Ils ressemblaient à une vraie famille, quelque chose qu'elle et Carlos n'avaient jamais réussi à créer, malgré toutes leurs richesses et leurs avantages. « Elle est en train de mourir, n'est-ce pas ?» demanda Fernanda à Carlos plus tard ce soir-là, sa voix inhabituellement silencieuse, tandis qu'il se tenait dans son bureau. Carlos hocha la tête, incapable de parler au-delà de l'étreinte dans sa gorge. « Et tu es amoureux d'eux, de cette famille, de ce qu'ils représentent ?» Ce n'était pas une question. Fernanda avait finalement compris contre quoi elle luttait vraiment. Pas la convention sociale ou l'impropriété, mais l'amour véritable et la connexion que sa richesse et son statut n'avaient jamais pu créer ou acheter. « Pedro est plus heureux qu'il ne l'a jamais été », dit simplement Carlos, observant son fils par la fenêtre, tandis qu'il aidait soigneusement Isabella à retourner dans sa chambre. Ils lui ont donné quelque chose que nous n'avons jamais pu avec tout notre argent et nos connexions. Qu'est-ce que c'est ? Une raison d'être meilleure qu'il n'a besoin d'être, de se soucier de quelque chose au-delà de lui-même. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Isabella avait entendu le pronostic dévastateur du docteur Mendes lors de sa dernière consultation quand elle avait fait semblant de dormir, tandis que les adultes discutaient de son avenir à voix basse et inquiète. La fillette courageuse, qui avait sauvé Pedro de la noyade, luttait maintenant désespérément pour sauver quelque chose d'encore plus précieux. Le temps qui lui restait pour s'assurer que Pedro se souviendrait de chaque leçon qu'elle enseignait sur le courage, la bonté et l'amour. Parce qu'Isabella Santos avait un secret final qui changerait la famille Silva pour toujours. Un secret qu'elle attendait soigneusement le bon moment pour révéler. Un secret qui prouverait que parfois, les plus petites personnes peuvent faire la plus grande différence dans le monde. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'incident de la piscine et la condition d'Isabella empirait. Malgré les meilleurs soins médicaux que l'argent pouvait acheter, la thérapie génique expérimentale avait ralenti la progression. Mais les derniers tests du docteur Mendes révélaient la dure vérité. Le cœur d'Isabella défaillait plus vite qu'il ne pouvait le réparer. « Nous devons discuter d'options plus agressives », dit le docteur Mendes à Carlos et João lors d'une consultation privée, tandis qu'Isabella subissait une autre série de tests. Il y a une nouvelle procédure en Allemagne, régénération cardiaque expérimentale, utilisant des cellules souches, mais c'est risqué, et la condition actuelle d'Isabella en fait une candidate limite. Carlos n'hésita pas. Que devons-nous faire ? Le taux de succès n'est que de 30%, et la procédure elle-même peut la tuer. Sans elle, elle a peut-être 6 mois. Avec elle, le docteur Mendes fit une pause. Elle pourrait avoir des années, ou elle pourrait mourir sur la table d'opération. Les mains marquées par le temps de João tremblèrent, tandis qu'il traitait le choix impossible. Sa fillette courageuse, manquait de temps, et tout l'argent du monde ne pouvait garantir un miracle. Pendant ce temps, à l'école municipale Lincoln, les changements chez Pedro étaient devenus impossibles à ignorer. Le garçon, qui avait autrefois fait des crises pour des inconvénients mineurs, aidait maintenant des camarades en difficulté avec leurs devoirs, partageait son déjeuner quotidiennement avec des enfants qui avaient moins, et avait commencé une campagne de collecte de livres pour la bibliothèque de l'école en utilisant son propre argent de poche. Pedro est devenu un leader naturel, dit Madame Oliveira à Carlos lors d'une conférence parents-professeurs. Mais il porte aussi un fardeau lourd pour un enfant si jeune. Il parle constamment d'Isabella, de s'assurer qu'elle n'est pas trop fatiguée, de la protéger des questions des autres enfants. Il s'est nommé son ange gardien. Ce soir-là, Carlos trouva Pedro dans la chambre d'Isabella, lui lisant un de ses livres d'aventure préférés. Isabella était appuyée sur des oreillers, sa respiration laborieuse, mais ses yeux brillaient d'attention, tandis que Pedro animait différentes voix pour chaque personnage. « Tu te sens mieux aujourd'hui ?» demanda Pedro pendant une pause dans l'histoire, sa voix pleine du genre d'espoir qui brisait le cœur de Carlos. « Certains jours sont plus difficiles que d'autres, » dit Isabella honnêtement, avec une sagesse sur la souffrance qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait posséder. « Mais tu rends tous les jours meilleurs, Pedro. Je ne laisserai rien t'arriver, » déclara Pedro avec une détermination féroce. « Papa a les meilleurs médecins et nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que tu ailles complètement mieux. » Carlos,
observa depuis la porte, tandis que l'expression d'Isabella devenait triste, comme si elle savait quelque chose que Pedro ne savait pas. Ce soir-là, elle demanda à parler à Carlos en privé. « Monsieur, Silva, dit-elle, sa petite voix sérieuse, je dois vous dire quelque chose d'important sur Pedro, sur ce qui se passe si... » Elle ne put finir la phrase, mais Carlos comprit. « Isabella, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de... »« Si, je dois. » Son interruption fut douce mais ferme. Pedro pense que l'argent peut tout réparer parce que c'est tout ce qu'il a jamais connu. Mais certaines choses ne peuvent pas être achetées. Quand je partirai, il devra apprendre que l'amour ne meurt pas juste parce que les gens meurent. Carlos sentit des larmes menacées, tandis que cet enfant extraordinaire parlait de sa propre mortalité avec une telle clarté et préoccupation pour les autres. « Il y a autre chose, » continua Isabella, atteignant sous son oreiller un cahier usé. « J'ai écrit des lettres pour Pedro pour quand il sera plus âgé et oubliera peut-être les choses dont nous avons parlé. » Quand Carlos ouvrit le cahier et vit des pages d'écriture soignées d'un enfant de 7 ans, pleine de pensées profondes sur la gentillesse, le courage et ce que signifiait être une bonne personne, il réalisa qu'Isabella Santos enseignait à tous des leçons qui dureraient bien au-delà de sa brève vie. Mais ce qu'Isabella ne savait pas, c'est que Carlos avait déjà pris la décision sur l'Allemagne, et le temps s'épuisait plus vite qu'aucun d'eux ne l'imaginait. La nouvelle de l'aggravation de la condition d'Isabella se répandit dans l'école municipale Lincoln comme un feu. Et la réponse choqua tous, y compris Carlos Silva. Des enfants qui avaient à peine assez pour eux-mêmes commencèrent à apporter des pièces et des billets d'un réal à l'école, déterminés à aider l'ami de Pedro à aller mieux. Madame Oliveira organisa une collecte dans toute l'école, sans savoir que l'argent n'était pas le problème. « Nous voulons aider Isabella », expliqua-t-elle à Carlos quand il vint chercher Pedro. « Ces enfants n'ont peut-être pas beaucoup, mais ils ont de gros cœurs. » La vue de dizaines d'enfants contribuant avec leur argent de déjeuner, leurs argents de poche, leurs dollars d'anniversaire pour aider Isabella, toucha Carlos de manière que sa richesse n'avait jamais fait. Une fillette nommée Maria donna ses seuls 25 $, argent qu'elle économisait depuis des mois pour acheter un cadeau d'anniversaire à sa mère. Un garçon nommé David donna toute sa tirelire, 185 $ en pièces, expliquant que Isabella m'a aidé avec les maths quand j'avais peur de demander à la maîtresse. « Nous ne pouvons pas prendre leur argent », protesta João quand Carlos lui parla de la collecte. « Ces familles ont besoin de chaque centime qu'elles ont. » Mais Carlos eut une idée différente. « Et si nous prenions leurs dons et les utilisions pour quelque chose qu'Isabella adorerait ? Quelque chose qui aide d'autres enfants ?» Ce week-end, Carlos emmena Isabella et Pedro à l'aile pédiatrique de l'hôpital des enfants, où ils utilisèrent les dons de l'école pour acheter des livres, des jeux et du matériel d'art pour de jeunes patients. Isabella, malgré son fauteuil roulant et son réservoir d'oxygène, s'illumina tandis qu'elle distribuait des cadeaux à des enfants menant leur propre bataille contre des maladies graves. « C'est mieux que n'importe quel médicament, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, à un petit garçon se remettant d'une chirurgie, lui donnant un animal en peluche acheté avec les pièces de ses camarades. Pedro observa son amie avec une compréhension croissante. Elle était malade, peut-être mourante, mais elle utilisait son énergie restante pour aider d'autres. C'était une leçon sur le but qu'aucune quantité de privilèges n'aurait pu enseigner. Pendant ce temps, Fernanda avait observé ces développements avec une inquiétude croissante. Ses dîners hebdomadaires avec Pedro étaient devenus des exercices d'écoute d'histoire sur Isabella, sur la collecte, sur les plans de Pedro, pour s'assurer qu'Isabella ne se sente jamais seule. « Carlos, c'est allé trop loin », le confronta-t-elle après que Pedro lui eut excitément raconté la visite à l'hôpital. « Tu laisses un enfant mourant dicter toute la vie de notre fils. Que se passe-t-il quand elle meurt? Pedro sera dévasté. » « Peut-être que la dévastation n'est pas la pire chose, » répondit silencieusement Carlos. « Peut-être qu'apprendre que certaines pertes valent la douleur est exactement ce que Pedro a besoin d'apprendre. Tu paries avec le bien-être émotionnel de notre fils pour le bien de jouer au sauveur de la fille du jardinier. » Mais ce soir-là, Fernanda prit une décision qui surprit tous, y compris elle-même.
Elle apparut à la maison d'hôte avec une casserole qu'elle avait cuisinée elle-même, la première fois qu'elle était dans une cuisine depuis des années. « Je voulais apporter le dîner », dit-elle à un João et Isabella stupéfaits, « et m'excuser. J'ai été difficile sur cette situation. » Tandis qu'elle s'asseyait dans la cuisine modeste, observant Isabella manger lentement la soupe qu'elle avait faite, Fernanda commença à comprendre ce que Carlos et Pedro avaient découvert. Ce n'était pas de la charité ou de la pitié, c'était de l'amour, pur et simple, le genre qui ne calculait pas le coût ou le bénéfice. « Madame Silva, » dit silencieusement Isabella, « merci de partager Pedro avec nous. Il est le meilleur ami que j'ai jamais eu. » Pour la première fois en mois, Fernanda sentit ses murs soigneusement construits commencer à s'écrouler. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le docteur Mendes avait appelé Carlos ce matin-là avec des nouvelles urgentes sur l'Allemagne. Il devait prendre la décision sur la chirurgie dans les 48 heures. Le temps s'épuisait et le secret d'Isabella était sur le point de changer tout ce qu'il pensait savoir sur le courage, le sacrifice et le vrai sens de la famille. La décision sur l'Allemagne pesait lourd dans l'esprit de tous, mais ce fut Isabella qui fit le choix, qui surprit tous. Par un matin silencieux de dimanche, elle demanda à Carlos, João, Pedro et même Fernanda de se réunir dans le salon de la maison d'hôte pour ce qu'elle appela une importante réunion de famille. « J'ai pensé à la chirurgie en Allemagne », commença-t-elle, sa voix ferme malgré sa fatigue évidente, « et j'ai décidé que je ne veux pas y aller. » Le visage de João devint blanc. « Isabella, chérie, tu ne comprends pas, cela pourrait sauver ta vie. »« Je comprends plus que vous ne pensez, papa. » Isabella sortit son cahier usé, celui qu'elle avait montré à Carlos des semaines auparavant. « J'ai écrit des lettres pour Pedro pour quand je partirai. Mais j'ai réalisé que je dois écrire des lettres pour vous tous. » Elle ouvrit à une page marquée par une fleur pressée que Pedro lui avait donnée. « Celle-ci est pour toi, papa. J'ai écrit sur « Comme je suis fier que tu travailles si dur pour faire pousser de belles choses et comment tu m'as appris que les jardins les plus importants sont ceux que nous plantons dans les cœurs des gens. » Les larmes de João coulèrent librement, tandis qu'Isabella continuait à lire la lettre de son père, le remerciant de lui avoir montré que la dignité venait de comment on traitait les autres, pas de combien d'argent on avait. Elle tourna une autre page. « Madame Silva, j'ai écrit celle-ci pour vous. Je sais que vous pensez que j'ai volé votre famille, mais je pense que peut-être j'ai aidé à la retrouver. » Fernanda écouta en silence, stupéfait, tandis qu'Isabella lisait des mots de pardon et de compréhension qu'aucun adulte n'aurait pu écrire avec tant de grâce. Et Pedro, la voix d'Isabella devint plus forte. « J'ai écrit plus de lettres pour toi, parce que tu vas vivre plus longtemps et faire le plus grand bien dans le monde. » Elle lut lettre après lettre sur être courageux quand on a peur, sur aider les gens qui ne peuvent pas s'aider, sur se souvenir que chaque personne a de la valeur indépendamment de son compte en banque. Chaque lettre était une leçon enveloppée d'amour, une sagesse qui guiderait Pedro longtemps après qu'Isabella soit partie. « Mais pourquoi tu ne veux pas la chirurgie ?» demanda Carlos, sa voix épaisse d'émotion. « Parce que j'ai observé vous tous pendant des mois et j'ai réalisé quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin que j'aille mieux pour apprendre ces leçons. Vous les avez déjà apprises. Pedro devient déjà l'homme qu'il devrait être. » Elle s'arrêta, regardant chaque visage. « La chirurgie est effrayante et peut ne pas fonctionner. Mais même si je meurs demain, j'aurai vécu assez longtemps pour voir le papa de Pedro devenir un père qui met l'amour avant l'argent. Pour voir mon papa traité avec le respect qu'il a toujours mérité. Et pour voir Madame Silva découvrir qu'être riche en amour est mieux qu'être juste riche. Isabella, tu ne peux pas abandonner, implora Pedro, des larmes coulant sur son visage. Je n'abandonne pas, Pedro. Je choisis comment passer le temps qui me reste. Je veux le passer ici avec notre famille, créant plus de souvenirs au lieu d'avoir peur dans un hôpital loin d'ici. Mais Isabella n'avait pas fini. Elle avait une lettre de plus, une qu'elle avait écrite mais n'avait jamais prévu de lire à haute voix. « Il y a autre chose que je dois dire à vous tous, » dit-elle, sa voix devenant silencieuse. « Quelque chose que j'ai gardé secret parce que je ne voulais blesser personne. » Elle ouvrit à la page finale de son cahier où elle avait écrit dans son écriture soignée de 7 ans. « Le jour où j'ai sauvé Pedro de la noyade,
Je ne pensais pas à être courageuse ou héroïque. Je pensais à ma maman. Le visage de João pâlit. Isabella mentionnait rarement sa mère, qui était morte quand Isabella n'avait que 3 ans. Ma maman s'est noyée quand j'étais petite, essayant de sauver un autre enfant qui était tombé dans une rivière. Je me souviens à peine d'elle. Mais papa m'a dit qu'elle n'a pas hésité, n'a pas pensé au danger. Elle a juste sauté parce que c'est ce que fait l'amour. La pièce devint complètement silencieuse, tandis que la révélation d'Isabella les frappait. Quand j'ai vu Pedro dans l'eau, j'ai entendu la voix de papa, me racontant sur maman. Et j'ai su ce qu'elle voudrait que je fasse. J'ai sauté parce que je voulais être comme elle, sauver quelqu'un de la façon qu'elle a essayé de sauver cet autre enfant. Carlos sentit son monde changer quand il comprit la profondeur totale du sacrifice d'Isabella. Elle n'avait pas seulement sauvé la vie de Pedro. Elle avait honoré la mémoire de sa mère en choisissant l'amour plutôt que la sécurité, le courage plutôt que la peur. Mais le secret final d'Isabella était encore à venir et changerait tout ce qu'il pensait savoir sur la fillette qui les avait réunis. Les mains d'Isabella tremblèrent tandis qu'elle tournait vers la dernière page de son cahier où elle avait écrit quelque chose au crayon, si léger que c'était à peine visible. C'était le secret qu'elle avait porté seule pendant des mois. La vérité qui expliquait tout sur son courage, sa sagesse et sa maturité impossible. « Il y a une chose de plus que je dois dire », chuchota-t-elle, sa voix si silencieuse que tous durent se pencher pour entendre. « Sur le jour où j'ai sauvé Pedro, sur pourquoi je n'avais vraiment pas peur. » Elle respira tremblante, regardant directement Carlos. « Monsieur Silva, je savais que j'étais en train de mourir avant ce jour à la piscine. » La pièce devint mortellement silencieuse. Le visage de João devint gris. « Isabella, que veux-tu dire ?» demanda João, sa voix se brisant. « J'ai entendu votre conversation avec le docteur Martinez à la clinique 3 mois avant l'accident de la piscine. Vous pensiez que je dormais dans la chaise, mais j'écoutais. Il a dit que mon cœur empirait, que nous ne pouvions pas payer pour les traitements dont j'avais besoin, et que... » Elle ne put finir la phrase. Carlos sentit le sol disparaître sous lui. « Tu savais que tu mourrais, et tu as quand même sauté dans la piscine. »« C'est pourquoi j'ai sauté, » dit simplement Isabella. « Je savais que mon temps était court de toute façon, mais le temps de Pedro ne faisait que commencer. Cela semblait un échange équitable. » João enfouit son visage dans ses mains, submergé par la révélation de sa fille. Tout ce temps, il avait pensé que son courage venait de l'innocence enfantine. Au lieu de cela, il était venu de la compréhension la plus mature du sacrifice imaginable. « Mais il y a plus », continua Isabella, sa voix devenant plus forte. « Après que Monsieur Silva ait commencé à payer pour mon traitement, après que la thérapie génique ait commencé à fonctionner, j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas seulement été sauvé de la noyade ce jour-là. J'ai été sauvé pour une raison. » Elle regarda chacun d'eux. « J'ai été sauvé pour enseigner à Pedro comment être bon. Pour aider son papa à se souvenir de ce qui importe vraiment, pour montrer à Madame Silva que l'amour n'a pas besoin de coûter quoi que ce soit, et pour donner à mon papa le respect et la sécurité qu'il a toujours mérité, mais n'a jamais eu. » Fernanda, qui était restée silencieuse pendant toute la révélation, parla finalement. « Tu as planifié tout cela. Tu as orchestré ton propre héritage. »« Je n'ai pas exactement planifié, » dit Isabella. Mais quand j'ai réalisé que Dieu me donnait du temps supplémentaire, j'ai voulu l'utiliser pour quelque chose d'important. Pedro allait grandir en pensant que l'argent pouvait résoudre tout, que les gens comme nous n'importaient pas. Maintenant, il sait mieux. Elle se tourna vers Pedro, qui pleurait ouvertement. « C'est pourquoi je ne veux pas la chirurgie en Allemagne. J'ai déjà fait ce que j'étais destiné à faire. Tu vas grandir pour être un homme qui aide les gens, qui se souvient que tous ont de la valeur. Cela vaut plus que n'importe quelle quantité de temps supplémentaire pour moi. » Mais Carlos n'était pas prêt à accepter sa décision. « Isabella, tu ne peux pas choisir de mourir, pas quand nous avons une chance de te sauver. Je ne choisis pas de mourir, Monsieur Silva. Je choisis comment vivre le temps qui me reste. » Elle donna à Pedro une enveloppe spéciale de son cahier. « C'est ma dernière lettre pour toi, Pedro. Mais ne la lis pas jusqu'à ce que tu sois grand et peut-être te sentes perdu ou triste. Elle te rappellera tout ce que nous avons appris ensemble. » Tandis que Pedro serrait la lettre contre sa poitrine, Isabella fit une dernière annonce qui choquerait tous. «
J'ai une dernière demande. Quand je mourrai, je veux que vous fassiez quelque chose qui aidera d'autres enfants comme moi. Pas seulement des enfants riches qui peuvent payer pour les meilleurs médecins, mais tous les enfants. Je veux que ma mort signifie quelque chose. Carlos regarda cet extraordinaire enfant de 7 ans qui avait enseigné à tous sur le courage, le sacrifice et l'amour, et réalisa qu'Isabela Santos avait planifié non seulement son héritage, mais le leur aussi. Mais ce qu'elle leur demanda de faire, ensuite, testerait tout ce qu'elle avait enseigné sur le vrai sens de la famille. Le matin suivant apporta des nouvelles dévastatrices qui testeraient la résolution de tous. Le docteur Mendes appela avec les résultats des derniers examens d'Isabela. Sa fonction cardiaque avait dramatiquement décliné pendant la nuit. Sans intervention immédiate, elle avait des jours, pas des semaines. L'option de l'Allemagne est maintenant hors de question, expliqua le docteur Mendes lors d'une réunion d'urgence à l'hôpital. Isabela est trop faible pour la chirurgie. Nous pouvons la rendre confortable, mais... La phrase inachevée flotta dans l'air comme une sentence de mort. Cet après-midi, la propriété des Silva devint un sanctuaire d'activités silencieuses. Isabela, appuyée dans le salon de la maison d'hôte avec des oreillers et des couvertures, présida comme une petite reine recevant ses sujets. Madame Oliveira arriva avec des cartes de chaque étudiant de l'école municipale Lincoln. Donna Carmen apporta du pain à la cannelle irlandais fait maison, le nouveau favori d'Isabela. Même l'équipe de sécurité de la propriété s'arrêta pour rendre hommage à la fillette qui avait touché la vie de tous. Mais ce fut la présence de Fernanda qui surprit le plus tous. Elle était venue quotidiennement, parfois juste s'asseyant silencieusement tandis qu'Isabela se reposait, d'autres fois aidant João avec les tâches ménagères. L'ex-mondaine apprenait à cuisiner, à nettoyer, à prendre soin de quelqu'un sans rien attendre en retour. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda João un soir, tandis qu'ils lavaient la vaisselle ensemble, tandis que Carlos lisait aux enfants dans le salon. « Parce qu'elle a sauvé ma famille aussi », dit silencieusement Fernanda. « Pas seulement Pedro de la noyade, mais nous tous de nous noyer dans notre propre égoïsme et isolement. » Tandis que la condition d'Isabela empirait, Pedro refusa de quitter son côté. Il lui lisait constamment, racontait des histoires sur leurs futures aventures quand elle irait mieux, bien que tous deux sachent qu'elle n'irait pas mieux, et s'assurait qu'elle ne soit jamais seule. « Pedro, » dit Isabela pendant un de leurs moments silencieux ensemble, « j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. »« N'importe quoi, » dit immédiatement Pedro. Quand je partirai, j'ai besoin que tu prennes soin de tous les autres. Ton papa sera triste et peut oublier de manger ou dormir correctement. Madame Silva apprend juste comment aimer sans condition, et mon papa, il sera perdu sans moi. Pedro, sage au-delà de ses 8 ans maintenant, hocha solennellement la tête. Je promets, mais Isabela, et si j'oublie les choses que tu m'as enseignées? Tu n'oublieras pas, dit Isabela avec certitude. En plus, j'ai tout écrit pour toi. Et chaque fois que tu aideras quelqu'un qui ne peut pas s'aider, chaque fois que tu choisiras la gentillesse plutôt qu'avoir raison, chaque fois que tu te souviendras que les gens importent plus que les choses, c'est quand tu entendras ma voix te le rappeler. Ce soir-là, Carlos convoqua une autre réunion de famille, cette fois incluant Marina Santos, qui était devenue comme une grand-mère pour les 2 enfants, et Donna Carmen, dont les prières irlandaises étaient devenues un réconfort quotidien. Isabela nous a demandé de faire quelque chose de significatif après, quand elle partira, commença Carlos, sa voix ferme malgré son cœur brisé. Je veux entendre de tous comment nous pouvons honorer sa mémoire. La conversation qui suivit révéla la profondeur de l'impact d'Isabela sur chaque personne. Marina suggéra un fonds de bourse pour les enfants de familles travailleuses. Donna Carmen voulait établir un jardin à l'hôpital des enfants où les familles pourraient trouver la paix. Fernanda, surprenant tous, proposa de créer une fondation qui fournirait à la fois des soins médicaux et un soutien émotionnel aux familles confrontées à des maladies infantiles. Mais ce fut Pedro qui eut l'idée, qui fit briller les yeux d'Isabela de joie. « Et si nous construisions une école ?» dit-il avec excitation. « Une école où des enfants comme Isabela et des enfants comme moi pourraient apprendre ensemble. Ou peu importe combien d'argent ta famille a. » Isabela applaudit faiblement, son visage rayonnant de bonheur. « Oui,
Une école où tous apprennent que les gens sont des gens, peu importe quoi. L'Académie Isabella Santos, dit immédiatement Carlos. Nous la construirons ici sur la propriété. Les meilleurs professeurs, des bourses complètes pour les enfants qui en ont besoin, et chaque étudiant apprendra sur la gentillesse et le courage avec les maths et la lecture. Mais tandis qu'ils planifiaient l'héritage d'Isabella, aucun d'eux ne savait qu'elle avait une surprise finale, une dernière leçon qui transformerait leur compréhension de ce que signifiait vraiment être une famille. La fin arrivait rapidement maintenant, et Isabella Santos avait un cadeau final à donner à tous. 3 jours avant qu'Isabella Santos ne décède, elle demanda à tous de se réunir une dernière fois dans le salon de la maison d'hôte. Sa respiration était laborieuse maintenant, et elle pouvait à peine s'asseoir sans aide, mais ses yeux maintenaient la même intelligence brillante qui avait captivé tous depuis le début. « J'ai un secret final », chuchota-t-elle, sa voix si faible que Pedro dut tenir sa main pour lui donner de la force. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, même pas à papa. Elle sortit un dossier de sous son oreiller, différent de son cahier de lettres, plus épais et plus soigneusement organisé. Les yeux de Juan s'écarquillèrent quand il reconnut l'écriture méticuleuse de sa fille, couvrant des dizaines de pages. « Le jour où j'ai sauvé Pedro n'était pas la première fois que je l'ai vu à la piscine », commença Isabella, ses mots venant lentement, mais avec un but. J'avais observé depuis des semaines, depuis la fenêtre de la cabane de piscine, tandis que papa travaillait. J'ai vu comme il était solitaire, comme il était en colère. J'ai vu Madame Silva venir et partir sans vraiment le voir. J'ai vu Monsieur Silva travailler dans son bureau, tandis que son petit garçon jouait seul. Carlos sentit son cœur s'arrêter. « Isabella, que dis-tu ? Je dis que quand Pedro est tombé dans la piscine, une partie de moi s'est demandé si c'était destiné à arriver. Pas l'accident, je n'aurais jamais voulu cela, mais la chance de le sauver, de vous réunir tous. » Elle ouvrit le dossier avec des doigts tremblants, révélant des pages d'observations soigneuses, de dessins, et ce qui ressemblait à un plan détaillé. J'ai écrit tout ce que j'ai remarqué sur votre famille, sur combien vous aviez tous besoin les uns des autres, mais ne saviez pas comment vous connecter. Quand le docteur Martinez a dit à papa sur mon cœur, quand j'ai su que mon temps était court, j'ai commencé à planifier comment utiliser le temps qui me restait pour réparer votre famille. Fernanda halta, la compréhension surgissant sur son visage. Tu as orchestré tout cela, le sauvetage, nous réunir. Je n'ai pas orchestré, corrigea gentiment Isabella. Je ne pouvais pas faire tomber Pedro dans la piscine, c'était un vrai accident. Mais une fois que c'est arrivé, oui, j'ai su que c'était ma chance de faire quelque chose qui importait. Elle tourna une page, révélant des notes détaillées sur les besoins et faiblesses de chaque membre de la famille. Monsieur Silva avait besoin de se souvenir que l'amour était plus important que l'argent. Pedro avait besoin d'apprendre que les gens qui ont moins ne valent pas moins. Madame Silva avait besoin de découvrir qu'être nécessaire était mieux qu'être envié. Et mon papa, il avait besoin de connaître sa propre valeur. Joan fixa sa fille de 7 ans, avec émerveillement. « Isabella, comment as-tu compris tout cela? Parce que quand tu sais que tu vas mourir jeune, tu fais attention à ce qui importe vraiment. J'ai observé, écouté et appris, et puis j'ai planifié. » Elle sortit la section finale de son dossier. Des dessins architecturaux qui semblaient presque professionnels, malgré être faits avec des crayons de couleur. « C'est mon vrai cadeau final, » dit-elle, sa voix devenant plus forte avec l'excitation. « Pas seulement l'idée pour une école, mais le plan complet. J'ai dessiné chaque salle de classe, chaque terrain de jeu, chaque jardin. J'ai écrit exactement comment cela devrait fonctionner. Les dessins étaient à couper le souffle. Isabella avait conçu une école qui était partie salle de classe traditionnelle, partie centre communautaire, partie jardin de guérison. Il y avait des espaces pour les enfants de toute capacité, des salles silencieuses pour ceux qui avaient besoin de paix, et des zones ouvertes où les familles de différents milieux pourraient se rassembler. « Regardez cette page », dit-elle, pointant vers un dessin détaillé du bâtiment principal. « J'ai conçu pour que les enfants riches et les enfants pauvres partagent tout. Casier, table de déjeuner, groupe d'études, personne ne reçoit un traitement spécial parce que tous reçoivent un traitement spécial. Carlos,
étudia les plans avec un émerveillement croissant. Ce n'étaient pas les dessins d'un enfant mourant faisant un souhait. C'étaient les plans de quelqu'un qui comprenait vraiment comment changer le monde, une relation à la fois. Et ceci, continua Isabella pointant vers une autre page, c'est la fondation Isabella Santos. Pas seulement pour la recherche médicale, mais pour aider les familles comme la mienne à payer pour les soins dont elles ont besoin en gardant leur dignité intacte. Le plan de la fondation était aussi détaillé que la conception de l'école. Isabella avait pensé à tout, comment identifier les familles dans le besoin, comment fournir de l'aide sans honte, comment créer un réseau de soutien qui durerait longtemps après qu'elle soit partie. Mais la partie la plus importante, dit-elle, tournant vers la page finale, c'est celle-ci. C'était un dessin simple d'eux tous ensemble. Carlos, Pedro, Fernanda, João, Marina, Dona Carmen, même Madame Oliveira de l'école. Ils se tenaient devant l'école qu'Isabella avait conçue, mais ils ne se tenaient pas juste ensemble. Ils se tenaient par la main, formant un cercle qui semblait s'étendre au-delà des bords du papier. « C'est ce que je voulais créer », chuchota Isabella. « Pas seulement une école ou fondation, mais une famille. Une vraie famille qui inclut tous ceux qui ont besoin d'amour et donne à chacun une chance d'importer. » Pedro pleurait ouvertement maintenant. « Isabella, tu as réussi. Tu nous as tous sauvés. » « Non, Pedro, j'ai juste montré comment vous sauvez les uns les autres. » 2 jours plus tard, par un matin paisible de mardi avec la lumière dorée du soleil entrant par les fenêtres de la maison d'hôte, Isabella Santos mourut dans son sommeil, entourée de tous ceux qui l'aimaient. Ses derniers mots, chuchotés à Pedro la nuit précédente, furent simples. « Souviens-toi d'être courageux. Souviens-toi d'être gentil. Et souviens-toi que l'amour ne meurt jamais vraiment. » 6 mois après les funérailles d'Isabella, la construction de l'Académie Isabella Santos commença. La cérémonie fut fréquentée par des centaines de personnes, pas seulement l'élite pauliste que Carlos avait attendue, mais des familles de l'école municipale Lincoln, d'anciens patients de l'hôpital des enfants et des membres de la communauté qui avaient entendu l'histoire d'Isabella et furent inspirés à contribuer. Pedro, maintenant âgé de 8 ans, parla à la cérémonie avec une sagesse qui étonna tous ceux qui l'entendirent. « Isabella m'a enseigné qu'être riche ne concerne pas avoir de l'argent. C'est rendre la vie des autres meilleure. Cette école s'assurera que chaque enfant apprenne ce qu'elle m'a enseigné, que nous sommes tous dans le même bateau. » Fernanda et Carlos, qui s'étaient remariés 6 mois après la mort d'Isabella, se tenaient ensemble avec João Santos, qui servait maintenant comme chef des installations à la fois pour la propriété des Silva et pour la nouvelle académie. Leur famille avait été reformée autour des leçons qu'une fillette de 7 ans avait enseignées sur l'amour, le sacrifice et le vrai sens de la richesse. Et dans le couloir principal de l'école, dans une place d'honneur où chaque étudiant la verrait quotidiennement, était accroché le dessin final d'Isabella. Le cercle de mains connecté avec une plaque qui disait « Isabella Santos, 7 ans. Elle a sauvé un garçon de la noyade et a enseigné au monde que les plus petites personnes peuvent faire la plus grande différence. » La Fondation Isabella Santos continuerait à aider des milliers de familles à payer pour les soins médicaux en gardant leur dignité. L'Académie éduquerait des enfants de tous milieux ensemble, créant des générations de leaders qui comprenaient que le privilège vient avec la responsabilité. Mais peut-être plus important, les lettres d'Isabella continuèrent à guider Pedro Silva tandis qu'il grandissait, lui rappelant que le vrai héroïsme ne concerne pas les grands gestes. C'est choisir la gentillesse plutôt que le confort, le courage plutôt que la sécurité et l'amour par-dessus tout. Isabella Santos avait sauté dans cette piscine pour sauver la vie d'un petit garçon. À la fin, elle les avait tous sauvés, créant des vagues d'amour et de compassion qui se répandraient bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer dans ses brefs mais extraordinaires 7 ans de vie. Et chaque année, à l'anniversaire du jour où elle avait sauvé Pedro, toute l'Académie se rassemblait pour lire une des lettres d'Isabella à haute voix, s'assurant que sa voix et ses leçons sur ce que signifiait vraiment être riche dans les choses qui importent, résonnent à travers les générations futures. 20 ans plus tard, Pedro Silva,
maintenant Dr Pedro Silva, se tenait au même endroit où Isabella avait dessiné l'école dans ses plans colorés au crayon. L'Académie Isabella Santos était devenue une des institutions éducatives les plus respectées du Brésil, connue non seulement pour son excellence académique, mais pour sa capacité unique à former de jeunes leaders qui comprenaient que le vrai succès était mesuré par combien de vies vous touchiez, pas par combien de zéros il y avait dans votre compte en banque. Pedro, maintenant cardiologue pédiatrique spécialisé dans les maladies génétiques du cœur, avait dédié sa carrière à sauver des enfants comme Isabella. Il avait utilisé une partie de son héritage pour établir des cliniques gratuites dans des communautés défavorisées, se souvenant toujours des paroles d'Isabella. « Les gens sont des gens, peu importe quoi ». João Santos, maintenant aux cheveux gris, mais encore forts, continuait à soigner les jardins, pas seulement de la propriété, mais de toute l'académie. Il était devenu une figure paternelle pour des centaines d'étudiants au fil des ans, partageant les mêmes leçons de dignité et de travail acharné qu'il avait transmises à Isabella. Carlos et Fernanda, réunis par l'amour qu'Isabella avait ravivé entre eux, avaient étendu la fondation Isabella Santos à des dizaines de pays. Des milliers d'enfants autour du monde avaient reçu un traitement médical qui avait sauvé leur vie grâce à la vision d'une fillette de 7 ans qui comprenait que la vraie richesse était dans le don, pas dans l'accumulation. Et dans la bibliothèque de l'Académie, dans une vitrine spéciale, reposait le cahier original d'Isabella avec ses lettres écrites à la main. Les étudiants venaient souvent les lire quand ils avaient besoin de guidance, trouvant dans les mots simples mais profonds d'un enfant la sagesse que beaucoup d'adultes mettent une vie à découvrir. La dernière entrée dans le cahier, écrite dans les derniers jours d'Isabella, disait simplement « Cher monde, si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai réussi à faire ce que je suis venu faire. Souvenez-vous, peu importe comme vous êtes petit, peu importe combien de temps vous avez, vous pouvez tout changer. Vous devez juste vous souvenir que l'amour est la seule chose qui importe vraiment et qu'il n'est jamais trop tard pour choisir d'être gentil. Avec amour pour toujours, Isabella. » Et ainsi, la fillette qui avait sauté dans une piscine pour sauver un étranger continua à sauver des vies, une lettre, une leçon, un cœur à la fois, prouvant que parfois ce sont les plus petites personnes qui laissent les plus grandes empreintes dans le monde. Fin. Avez-vous aimé cette histoire émouvante? Si elle a touché vos cœurs comme elle a touché le mien, laissez un like bien fort ici. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui vont vous émouvoir. Activez la cloche pour ne rien rater. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec cette personne spéciale qui a besoin de croire aux miracles et aux secondes chances. À la prochaine histoire, une étreinte du cœur.